tous. Je suis Dominique Sistach. Je suis chercheur ici à l'Université de Perpignan. Je suis sociologue et notamment sociologue du droit. Et je travaille sur les questions de l'extrême droite depuis les années 90 et particulièrement sur les questions de la relation entre la normalité de l'État et l'extrême droite en France, autrement dit, l'interdiction juridique qui est portée à différents endroits, notamment aux factions depuis 1936, et nous allons le voir dans mon intervention, depuis les années 70 avec la loi Guérin. C'est pas assez fort. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler donc, de ce rapport entre le racisme, l'État et les classes sociales. C'est un travail qui a été commencé il y a 4-5 ans dans le cadre d'un programme de recherche du centre Maurice Agar à Paris, où nous travaillons sur la notion de classe sociale depuis maintenant près de 15 ans. Alors aujourd'hui, et notamment cette année, dès que j'ai reçu cette invitation, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y a juste 20 ans, sortait un livre, celui du philosophe Étienne Balibar et de l'historienne américaine Immanuel Wallerstein, intitulé « Race, nation, classe ». Et il avait pour sous-titre « Les identités ambiguës ». Cet ouvrage a été republié plusieurs fois en France et plusieurs fois aux États-Unis, en Bretagne. C'est devenu aujourd'hui un classique des sciences sociales, puisque pour la première fois, des scientifiques posaient la question de la relation entre l'émergence du racisme et la notion de classe sociale et le rapport entre les deux. La question que posaient les deux auteurs il y a 20 ans, elle était assez simple. Quelle est la spécificité politique du racisme? Autrement dit, il se mettait quand même relativement en biais par rapport à la pensée commune, notamment des sociologues en Europe, qui pensaient le racisme comme un fait individuel, comme un mécanisme, comme une procédure quasiment typiquement humaine, le rejet de l'autre étant entériné par des processus de peur. Étienne Balibar, si vous ne le connaissez pas, c'est un des multiples rédacteurs de Lire le Capital. Balibar et Wallerstein confrontent deux conceptions du marxisme. Autrement dit, il y a un point qui est important, c'est que les premiers auteurs à avoir parfaitement circonscrit le rapport des luttes sociales, de la solidarité qui s'est établie au sein de la classe ouvrière, avec cette question portée le plus souvent au départ par l'extrême droite, mais très rapidement par les forces conservatrices du racisme, était une question tout à fait originale, puisqu'il présentait le racisme comme un phénomène historique et comme un phénomène de l'histoire politique, à proprement parler. Malgré tout, entre les deux auteurs, il y avait un débat. Un débat puisque l'historien de l'économie et le philosophe des idées politiques n'étaient pas d'accord sur un point essentiel. Est-ce que le racisme est un outil globalement des besoins de l'économie monde, le vieux concept de Fernand Braudel, ou alors s'agirait-il, comme le pense Balibar, d'une ethnicité fictive, un racisme politique qui met en jeu un mensonge venu des partis d'extrême droite avant les partis fascistes et qui permet d'avoir recours pour l'État, très très classiquement, à un principe unificateur, celui d'une population, avec cette volonté de l'État qui est toujours d'homogénéiser la population, autrement dit, de réfuter l'existence des classes sociales et notamment de la classe ouvrière. Donc on le voit bien, le débat posé il y a 20 ans, il est à peu près intact aujourd'hui. Nous avons toujours à débattre avec nos confrères sociologues de la nécessité de penser le racisme non pas comme un fait social, qui s'expliquerait comme un autre fait social par un autre fait social, mais plutôt de le penser comme un phénomène politique, et en le pensant comme un phénomène politique, de le considérer comme un objet du combat politique, à proprement parler. Bien entendu, derrière cette question, et derrière la question d'un racisme donc politique, il y a, bien entendu, une réflexion qui se pose sur les sociétés et sur les formes dont elles ont à peu près un sens commun.
Ce sens commun, c'est bien entendu le fait que le racisme s'établit comme une donnée anthropologique. Et comme une donnée anthropologique, elle sert à réviser la place de l'homme dans la société et les rapports que les êtres humains ont entre eux. On le voit très très bien, l'historien des sciences français André Pichot explique qu'il y a dans le racisme simultanément un mensonge politique éhonté et une fausse vérité scientifique qui est établie par la science européenne, puis la science américaine, tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'avant que le racisme soit politique, et il faut toujours le rappeler avec force, le racisme provient d'une erreur générale des sciences à produire une pensée différenciée de l'être humain, en classant les êtres humains comme on classerait les papillons. Et il y a donc, dit André Pichot, à raison, de Darwin à Hitler, une conception là aussi homogénéisée et biologique du racisme qui a été très longtemps acceptée par toutes les académies des sciences comme étant une vérité scientifique. Nous verrons d'ailleurs que le racisme d'État, quand il a pris sens en Afrique du Sud puis dans l'Allemagne nazie, mais également dans la société eugénique aux États-Unis, il a toujours eu cette forme de légitimité à s'établir avec les scientifiques les plus fameux de notre époque. Si vous avez déjà vu le film d'Abdelatif Kechiche, L'Animus Noir, ça remplace tout commentaire. Il le montre, l'arrivée de cette femme dans les facultés britanniques et françaises. On ne la présente plus comme un monstre de foire, mais comme un objet d'étude scientifique qui prouve bien la supériorité de l'homme blanc. On le voit bien, le rapport d'entrée de jeu, il est biaisé, il ressemble aussi à notre époque, où la question de la vérité et de la vérité en tant qu'outil politique est simultanément une question de base de la politique. Est-ce que nous pouvons croire, non pas tant ceux qui nous gouvernent, ceux-ci on en doute un peu, mais en tout cas ce qui est fourni comme élément de légitimité à la politique. Des choses qu'on ne doit pas débattre. Vous le voyez bien, parmi les choses que l'on n'a pas débattues, la question de la place de la race, puis l'institution du racisme, est devenue un fait acquis dans les sociétés européennes. Pichot rappelle d'ailleurs très longuement dans le début de son ouvrage sur la pureté sociale imposée par les scientifiques, qu'il y a cette idée qui s'est dégagée totalement dès la fin du XIXe siècle dans toute l'Europe, et que bien entendu, aux États-Unis, l'eugénisme est déjà en marche, puisqu'à la faculté de Columbus, en 1892, une section eugénisme et racisme est ouverte par les Américains. Donc on le voit, le contexte politique, il est préfiguré par une connaissance scientifique, et ça met les chercheurs, dont je suis, sur une brèche et sur une obligation, qui est une obligation morale, déjà dans un premier temps, qui est une obligation scientifique et qui est, pour d'autres raisons qui nous sont plus personnelles, un engagement aussi politique. Quand nous regardons attentivement, la place que l'extrême droite a pris dans cette constitution, Balibar et Wallerstein l'expliquent assez bien, constitue une sorte de relais de transmission. Un relais de transmission où d'ailleurs le propos des boulangistes en France ou de Drummond ont mis en place un discours qui n'était pas perçu comme celui de l'extrême droite, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. À peine comme une pensée extrême. Pas du tout comme une pensée radicale, mais comme une pensée commune. On lit d'ailleurs dans la presse de l'époque que cette pensée commune vaut bien celle des autres, sous-entendu des communistes. Donc on le voit, cet enjeu et ce point de départ, il pose déjà un peu la problématique, le contexte historique, les enjeux. Bien entendu, ce qui nous intéresse aussi, c'est la question des classes sociales. La relecture que nous faisons avec le premier sociologue de l'histoire, puisque ça ne fait plus difficulté, il s'agit bien de Marx, la question de la constitution des classes sociales, qui a été revue par tous les marxistes au point de départ, cette question des classes sociales était en fait tout à fait autre au départ, puisque les classes sociales, je vous le rappelle, étaient le fait essentiellement de la pensée libérale, de celle d'Adam Smith et de celle de Tocqueville. Quand Marx reprend la notion de classe sociale, il y rajoute un paramètre très important, c'est celui de conscience de classe.
La classe, ce n'est pas la foule, dit Walter Benjamin. La foule est indéterminée et elle ne se reconnaît à peine comme étant une foule, elle n'a donc pas conscience d'exister. Le propre des classes sociales avec Marx, c'est que dans le monde ouvrier, je l'ai entendu précédemment, ce qui fait acte, ce sont deux vecteurs d'attention. Pour se reconnaître, il y a la solidarité ouvrière, et cette solidarité est toujours liée au principe de la lutte. Autrement dit, la classe sociale, et notamment cette classe laborieuse, elle se met en place parce qu'elle s'identifie collectivement comme étant solidaire entre les individus et en ayant comme un objet unique celui de lutter contre l'exploitation. Bien entendu, après Marx, le grand penseur de la conscience de classe, c'est Jörg Lukács, qui va rethéoriser avec les principes et la nouvelle réalité historique du XXe siècle cette question. La notion de classe sociale, elle est importante ici, puisque si État, science et mouvements politiques subversifs, on ne va pas tarder à le découvrir avec le fascisme, sont en jeu, c'est parce que très progressivement, tout au long du XXe siècle, s'est mis en concurrence cette idée d'être conscient d'appartenir à une classe sociale en étant dans des rapports de production et d'exploitation. L'idée d'une conscience raciale est venue s'interférer entre guillemets et se mettre en vecteur. C'est là la grande idée que développe Étienne Balibar avec cette conception de la philosophie de l'histoire. Autrement dit, selon lui, et c'est là où il y a un vrai débat, ce n'est pas tant la pensée d'extrême droite du début du XXe siècle, de l'entre-deux-guerres, qui a porté l'idée de race, mais cette idée de race, et notamment de racisme, de rejet de l'autre, a été parfaitement instruit dans l'appareil de l'État bourgeois et ainsi constitué tout au long de la Troisième République, avec cette articulation très complexe entre la lutte des classes à opérer et la Troisième République. Autrement dit, cela signifierait qu'il n'y aurait pas donc un rapport d'introduction d'une pensée, d'une idéologie au sens général, qui coloniserait la pensée commune des salariés, on parle d'ici après 1945, mais il y aurait plutôt la constitution très progressive dans l'État, avec un besoin de l'État, unifier l'État national, homogénéiser la population, et bien rappeler que cette idée d'appartenance nationale est naturelle, dit Balibar. Donc si elle est naturelle, elle est fondamentalement raciale. Le rapport est complexe. Georges Bataille, à l'époque, qui esquisse une psychologie générale du fascisme, dit beaucoup sur cette question. Bataille fait un long préliminaire pour décrire ce qu'est le fascisme, en rappelant les fonctions essentialistes et les nécessités qu'il y a à mettre en place une homogénéité sans classe de la nation. Donc on le voit bien, on a là un vrai débat parce que cela permet de repositionner l'idéologie de l'extrême droite, qui est une idéologie en fractale, une idéologie marginale, à la droite des droites, et qui se situe aussi dans un rapport idéologique relativement diffus, complexe, difficile à analyser par période, avec notamment l'idéologie conservatrice, qui est le support essentiel à la mise en action du capitalisme. Globalement, ce qu'on peut constater, c'est que les forces d'extrême droite se sont exprimées très différemment sur cette question. Si on en fait un état assez simple, globalement, la pensée d'extrême droite a pris les facteurs un peu constituants de la politique, qu'ils soient conservateurs ou révolutionnaires, dès leur départ. On le voit très très bien en Allemagne, la base, le lit du fascisme, c'est bien la révolution conservatrice allemande. Tout comme en France, la position très très rapidement accentuée qu'on va découvrir dans les années 30 de ce qui n'est pas appelé encore un fascisme à la française, mais une extrême droite à la française, est préfigurée par le boulangisme et le mouvement. Dans un premier temps, l'extrême droite européenne est ancrée dans une articulation entre les mythes raciaux, les pseudosciences et la reconnaissance plus ou moins formelle et le dévoiement de la Révolution française de l'esprit national. Autrement dit, il y a toujours cette forme intégrée et externe de l'extrême droite à l'idée de l'État-nation. Il y a toujours un sentiment
d'appartenance à cet État-nation, fut-il républicain, et de l'autre côté, cette exploitation, ce sentiment général qu'il faut révolutionner l'État-nation par la race. L'extrême droite américaine, elle ne doit pas du tout être confondue, elle est d'un autre type à la même époque, et après-guerre, elle va prendre toujours plus ce sens. C'est une extrême droite suprématiste, raciale, dont le but est toujours de démontrer que l'ennemi racial est toujours un inférieur. Aujourd'hui, la majorité des groupes d'extrême droite européens sont sous l'influence de cette idée générale du suprématisme blanc, qui n'est pas fondamentalement européen au départ. Dans un second temps, les années 70, qui est un cycle très important, vous allez le voir à plus d'un titre, le discours raciste de l'extrême droite est devenu un discours beaucoup plus étrange, beaucoup plus ambigu, même dans un certain sens assez paradoxal, puisqu'en effet, ces discours identitaires, ils vont prendre ce nom, emprunté à la sociologie commune. Ces discours identitaires reculent en quelque sorte face à l'opposition qui est faite dans le cœur de l'État, puisque est désormais interdit aussi bien les factions fascistes que la parole fasciste, c'est la fameuse loi Pleven de 72. L'extrême droite naturalise son discours en le passant dans des régimes culturels. Pour le dire simplement, l'idée de race disparaît, on n'a plus le droit de l'énoncer, et l'idée ethno-culturelle de la différence avec l'autre apparaît. Très étrangement d'ailleurs, ce discours d'extrême droite, que l'on retrouve pas exclusivement au sein du Front National, mais aussi dans des factions, y compris des factions de combat de l'extrême droite, ce discours, il a une fâcheuse tendance à se rapprocher du discours de la gauche, et de la gauche française sur un certain nombre de points, et notamment de la gauche socialiste. Autrement dit, on y retrouve une ambiguïté qui n'est pas continue historiquement, qui est à proprement parler le fait des législations de l'État, de cet État libéral et social-démocrate, et il y a une sorte de jeu de réponse de l'extrême droite qui trouve ce qu'on va appeler très progressivement, notamment sous la plume du politologue Jean-Yves Camus, une normalisation de l'extrême droite. On le voit bien, le passage de l'un à l'autre des deux périodes montre qu'il y a une évolution, et une évolution qui est historiquement une évolution idéologique de l'extrême droite. Dans nos travaux personnels de sociologie juridique, le débat n'est pas de même nature, puisque nous partons de l'interdiction du racisme, et notamment de cette interdiction qui advient à partir des années 70, avec cette idée que la loi, même si elle est faible, la loi qu'on devait, ça n'est qu'une barrière, ça n'est pas autre chose, ça n'est pas un mur infranchissable. La loi met en place cette idée de contenir la parole fasciste, et la violence fasciste, elle, étant toujours proscrite par la loi comme un crime politique, mais un crime quand même qui relèverait d'un droit commun imposé par les cadres généraux du terrorisme depuis l'ordonnance de 1936. Globalement, ce qu'a produit la loi, c'est de mettre en place une sorte de socialisation du racisme politique. Autrement dit, le paradoxe, c'est qu'en interdisant la parole raciste, on s'est retrouvé confronté avec une normalisation du discours raciste et l'intégration progressive de l'extrême droite en termes de discours, en termes d'idéologie, dans bon nombre d'espaces qui étaient souvent antifascistes, souvent contre l'extrême droite. Bref, ce que nous voyons arriver et prendre une proportion tout à fait hors du commun à partir des années 2000, c'est-à-dire cette intégration à une pensée que d'aucuns jugent désormais comme un renouvellement du conservatisme réactionnaire depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Parallèlement, dans ce mouvement, il ne vous aura pas échappé que la classe ouvrière s'est retrouvée moyennisée. L'expression célèbre prend tout son sens, c'est-à-dire on a annoncé à peu près depuis 40 ans la fin des classes sociales. Les classes sociales, ça n'existe pas, disait un Premier ministre français, tout au moins ça n'existe plus. Autrement dit, au même moment où le discours et la doxa, les opinions d'extrême droite pénétraient la pensée politique la plus ordinaire, mais également la société la plus ordinaire, il y avait un phénomène de refoulement de la classe sociale, bien entendu,
de manière relativement artificielle, puis progressivement, de manière quantitative. Aux dernières élections présidentielles, le monde ouvrier ne représentait à peine qu'un électeur et demi sur 10. Donc on le voit bien, quel est le rapport qu'il faut entretenir entre l'un et l'autre? Et quel est le procès qui est fait, ce procès qui nous a fait tant travailler, je pense, à mon ami Nicolas Lebourg. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question, qui est le vote du Front National et l'accusation de classe qui est portée contre le monde ouvrier d'avoir basculé à droite ou à l'extrême droite, et donc d'être devenu d'un parti progressiste et internationaliste des factions désordonnées qui seraient devenues, tout compte fait, eux aussi d'extrême droite. Au final, que pourrons-nous dire de ceci? Alors, pour reprendre le propos, je prends une année qui est une année stratégique, non pas en termes historiques à proprement parler, quoique certains auteurs, je pense à Yvan Gastaud, la retiennent également chez les historiens politiques, c'est l'année 1972. En 1972, il se passe plusieurs choses. C'est une année où, dans un premier temps, on retrouve un thème que nous connaissons malheureusement parfaitement, qui est celui du contrôle de l'immigration. Et ce contrôle de l'immigration a imposé un certain nombre de mesures coercitives contre ce qu'on appelle à l'époque les immigrés, et amène une réponse sociale relativement forte, souvent alliée d'ailleurs aux syndicats. On le voit à ce moment-là de manière circonstanciée dans les villes, mais de manière officielle aussi, au même aussi bien et dans la parole de la CGT que de la CFDT, de défendre les intérêts communs de classe des ouvriers français ou immigrés. Rapport tendu, puisqu'il y a des grèves de la faim, je pense que certains peuvent s'en souvenir, il y a des manifestations, donc une très très grande manifestation à Paris. Globalement, la question raciale n'est pas posée ainsi, mais en 72, presque en avance de plusieurs décades, la question c'est celle, est-ce que les immigrés sont en train de nous enlever? À la même époque d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, le Front National, publie une affiche qui restera tristement célèbre, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés. Pour la mémoire d'ailleurs, si vous suivez attentivement l'évolution, aujourd'hui les groupes d'ultra-droite reprennent cette même affiche, 40 ans après. Aujourd'hui c'est 6 millions de chômeurs, c'est 6 millions d'immigrés. Par décade d'ailleurs, ils ont augmenté de 1 million. J'ai toute une série d'affiches, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions actuellement. Donc on le voit bien, il y a un rapport étroit entre le contrôle migratoire, qui est un contrôle d'ailleurs dont on pourrait parler plus longuement, qui n'a pas véritablement de sens. Le gouvernement à l'époque, par rapport à la circulaire qui est prise par les pouvoirs publics, recule assez rapidement. Il n'y a pas d'intérêt politique majeur et il n'y a certainement pas un contrôle des populations opéré. Il y a donc recul. Mais dans la même foulée, une trentaine d'incidents graves qui partent de mars 1972 jusqu'à la fin de l'année 1973, un contexte qui devient très rapidement délétère, des ratonnades ici ou là particulièrement sévères. Début de l'année 1972, il y a 4 morts dans la banlieue de Marseille. À Grasse, une manifestation d'Algériens dégénère à tel point qu'une compagnie de CRS ne suffit pas et qu'on est à 2 doigts de déclarer l'état d'urgence. À Nice, où sévit déjà un célèbre maire, Jacques Médecin, certains sont déclarés personnes non grata, des ratonnades sont organisées publiquement. Bref, se met en place tout un ensemble logique jusqu'au moment, au milieu de l'année, où les affrontements sont rendus à un combat politique. Le mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau s'affronte ouvertement avec la Ligue communiste révolutionnaire. C'est une bataille sans nom, 73 blessés, un blessé très très grave entre la vie et la mort. Au final, les pouvoirs publics utilisent l'ordonnance de 36 et dissolvent les deux mouvements, renvoyant déjà dos à dos extrême droite et extrême gauche dans une espèce de neutralisation idéologique. Tous ces événements, si nous les reprenons, se terminent en fait par un attentat terroriste. C'est l'attentat du 14 décembre 1973. Un attentat est perpétré au consulat d'Algérie. 4 morts, 12 blessés graves, 25 victimes extérieures. L'attentat est revendiqué par un groupe d'extrême droite constitué exclusivement par des anciens membres de l'OS. Ce qui apparaît à l'époque
très simplement, ce soulèvement racial, comme le titre la presse américaine à l'époque. Ce soulèvement racial met en tension, en fait, non point des rapports de classe, mais plutôt les cendres encore très vives de la guerre d'Algérie et le sentiment national français qui toucha toute la société française de la défaite en Algérie. Autrement dit, je vous rappelle, vous devez vous en souvenir pour certains, cette guerre n'en a jamais eu de nom. On appelait cette guerre les événements. Il était difficile de faire une sorte de deuil collectif et national qui aurait fait de dire « nous avons perdu cette guerre qui n'a pas eu lieu ». C'était complètement absurde. Beaucoup d'auteurs spécialistes de cette question le disent. Sur la guerre d'Algérie, c'est remis en quelque sorte une espèce de voile et globalement, on est revenu par une action sociale et politique à la redécouverte d'un phénomène qu'on n'avait pas parfaitement cerné à partir de 63, 64, 65. 10 ans après, globalement, on remet le couvert. C'est l'expression que titre le journal Minute après l'attentat du consulat algérien. La guerre, donc, qui a bien lieu, elle se perpétue et elle prend une manifestation. Balibar a tout à fait raison de dire qu'il s'agit bien d'une manifestation politique et un usage racial de la politique, puisque désormais, l'ennemi n'est plus fondamentalement un ordre national, c'est un ordre national et un ordre racial. Si vous lisez attentivement la presse de l'époque, beaucoup d'historiens y ont consacré de nombreux travaux, on est absolument atterré et même scandalisé, politiquement et moralement, de voir ce que la presse locale peut dire à l'époque sur les Algériens en France et sur le monde arabe, entre guillemets, totalement imaginaire. C'est dans ce contexte que le gouvernement, et sous l'autorité du chef de l'État, met en place immédiatement un protocole législatif pour bloquer ceci. Autrement dit, on est dans cette croyance républicaine que la loi barrière peut stopper un mouvement idéologique, politique de cette nature. La loi Pleven, elle est votée au cours de l'année 72 et le chef de l'État, Pompidou, intervient à la télévision pour bien rappeler que la France n'est pas raciste et qu'il ne peut pas y avoir de place pour le racisme. On voit encore cette articulation particulière où on sait très très bien que les mouvements d'extrême droite sont contraints, canalisés, entre guillemets, surveillés à l'époque par la Direction de sécurité du territoire, par le STEP, mais que globalement, il ne s'agit plus simplement des mouvements d'extrême droite, mais aussi de toute une part de la population, qu'on qualifie d'ordinaire, qui met en jeu un nouveau terrain de la politique et un nouveau débat. Ce que la loi Pleven met à jour, c'est que désormais, le délit d'incitation à la haine raciale est désormais punissable. Ce qui pose bien entendu un problème juridique pour tous les juristes. C'est qu'il va falloir punir non pas des actes, mais des paroles. Or, il y a un principe du droit républicain qui veut que l'infraction soit totalement constituée pour pouvoir la juger. Je le précise, ce phénomène, nous l'avons encore aujourd'hui avec les lois d'exception votées l'année dernière, puisque la seule parole et la seule incitation terroriste implique la commission du délit, c'est exactement le même registre. On reproche donc beaucoup au pouvoir pompidolien d'avoir mis en place une sorte de bombe à retardement, notamment à gauche. La gauche française critique ceci, demande l'interdiction des groupements, demande que l'on mette en place une véritable réflexion, mais qu'on ne passe pas par ce registre qu'est la loi Pleven. Aujourd'hui, la loi est toujours applicable et l'incitation à la haine raciste est toujours punissable si elle se fait en public. On le voit bien, la sociologie alors du racisme français est assez curieuse, tout compte fait, puisque globalement, on a un premier temps de l'histoire où il y a, disons-le ainsi, une espèce de confusion idéologique et même de confusion dans la place que joue l'extrême droite dans le discours politique, alors qu'on voit apparaître là une espèce de butoir, une fin de non-recevoir. On arrête la parole raciste et on met en place donc une société qui ne pourra pas, une société politique, qui ne pourra pas s'exprimer comme on l'a fait durant cette année 72, et donc d'exprimer vulgairement la haine raciale comme haine politique de l'autre. On constate aussi à cette époque,
Jacques Vide, qui lui aussi est un des écrivains de Lire le Capital avec Balibar, Jacques Vide le dit quelques années après, la race se trouve ainsi soumise, je le cite, à un rapport de classe, car ce qui est menacé à l'époque, ce n'est pas un parti qui serait de droite ou d'extrême droite, c'est bien la société, et notamment la classe populaire, qui est montrée du doigt, exactement comme si le racisme était désormais intégré hiérarchiquement dans les classes sociales. On le lit d'ailleurs dans la presse d'extrême droite, je repense au journal Minute, qui dit qu'à l'époque, le peuple, sous-entendu le peuple rouge, pense enfin comme nous. Nous sommes fin 1972. Début 1973, le même journal Minute titrera « Enfin de retour, le peuple français comprend ses ennemis ». On le voit très très clairement, ce racisme tel qu'il est donné, Balibar s'exprime très clairement là-dessus, est étroitement lié non seulement à ce que pourraient être des faits et des faits divers, ce qu'il appelle les pulsions agressives et des représentations identitaires. Mais, bien entendu, il y a aussi une sorte de cheminement assez curieux, qui est celui de l'État, puisque le rapport historique entre les individus se fait donc désormais sous cette autorité de l'État, qui a encouragé, dans la période coloniale, un racisme institutionnel, et qui désormais interdit le discours raciste au commun. Balibar écrit ainsi « Le racisme est un rapport de violence ouvert et latent à l'autre médié par l'État et à la violence d'État qu'un individu projette sur un autre ou sur celui qui peut être défini comme tel, un autre, d'une autre race. » Tout compte fait, si nous regardons attentivement, je passe assez rapidement sur le contexte, la loi Pleven avait repris le décret-loi Marchandeau à la fin des années 30 et remettait en place ce que nous n'avons pas tardé à appeler les lois mémorielles. La loi Guesso, notamment, qui punit là encore la parole raciste et qui conteste l'existence d'un génocide ou d'un génocide, et d'autres types de lois qui vont surgir sur la traite négrière, sur le génocide arménien, etc., etc. Bref, un moment très particulier où l'État, tout compte fait, va se mettre à la place des scientifiques, et notamment de nos confrères historiens, pour dire l'histoire. On n'aura pas oublié que dans quelques procès, on est tellement plus sûr des historiens qu'on fait venir des historiens des États-Unis pour avoir une garantie de neutralité quand on juge un ancien collaborateur du régime de Vichy. Chaos également dans les sciences sociales. Noam Chomsky, que beaucoup apprécient, nous ne l'oublions pas, est un de ceux qui défend y compris les intérêts d'un certain nombre d'argumentateurs de l'extrême droite, y compris révisionnistes, au nom de la liberté de parole, en s'opposant contre les lois mémorielles. Pierre Nora, l'historien, dit que la situation est intenable dans les années 80, puisqu'il faut attendre du jury d'assises, du jury du tribunal correctionnel, d'avoir une histoire dite pour savoir ce qu'est le racisme, et plus grave encore pour savoir ce qu'est l'histoire. Aujourd'hui encore, je pense à un autre auteur empêtré dans ces logiques-là et qui n'arrive jamais à s'en sortir, je pense à Jean-Claude Michéa, qui rend, tout compte fait, la Société libérale des droits de l'homme responsable de ceci. On a rarement entendu chose aussi stupide. Globalement, cette histoire nous montre aussi, au-delà du rapport classe et race, que la société étatisée, et notamment par le juge, la justice, avec tout ce que ça signifie comme symbole, est désormais empêtrée dans des logiques politiques. On n'arrive plus à savoir que faire de cette race. Je vous rappelle au final que depuis juillet 2018, le Parlement, érigé en pouvoir constituant, a supprimé de l'article 1er et 2e de notre Constitution le mot race, c'est-à-dire la fin de cette histoire, de ce déroulé juridique, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus discuter de race et de racisme en Europe, et qu'on a même retiré, littéralement de la Constitution, ce qui protégeait un certain nombre de nos concitoyens. Donc, depuis juillet 2018, plus de race dans la Constitution, le mot est toujours dans l'édifice juridique des lois, des décrets, mais la Constitution désormais
à supprimer ceci. On le voit bien, ce premier courant, lutter contre l'extrême droite, lutter contre la parole raciste, tout compte fait disparaître en une génération et demie le mot race et aujourd'hui le mot raciste. Cela correspond aussi à une autre histoire. Je n'aurai pas trop le temps de la traiter. Cette autre histoire de la socialisation du racisme politique, à partir du moment où les nouveaux modes d'action militants et social, et notamment se sont focalisés avec l'antiracisme, sur des moyens d'action nouveaux, ceux que Chantal Mouffe et Ernesto Laclau appellent des droits de défense individuelle. Autrement dit, l'antiracisme est devenu autre chose que la lutte des classes. Si on regarde ceci, je passe assez vite, c'est bien entendu le fait que les classes populaires, sous les soubresauts répétés de l'agression capitaliste, se sont non pas disloqués ni fragmentés, mais se sont déconstitués de l'appareil de production. On a enlevé en fait à l'ouvrier l'usine et le HLM. Et on l'a renvoyé à une solitude où le travail n'est pas ce qui n'est pas seulement l'exploitation, mais peut être aussi ce qui rend l'homme existant comme digne. Depuis, la socialisation du racisme est laissée non pas une société d'individus sans classe, mais des individus qui, dans les classes, articulent leur appartenance non plus comme travailleurs, mais bien comme nationaux. Tout à l'heure, j'ai trouvé très intéressant d'avoir un syndicaliste français et espagnol côte à côte, dans cette vieille idée, qui n'a pas été portée d'ailleurs que par la 4e internationale, de l'internationalisme des luttes. C'est justement ce qu'on ne voit pas. Si nous lisons les travaux ethnographiques de Stéphane Beau sur cette question, lui l'a montré depuis les années 80, ce n'est pas la dislocation de la classe sociale qui amène à la redécouverte du nationalisme et de sa propre nationalité, mais c'est l'absence même et la fuite même de cette lutte des classes qui change profondément les réalités. Pour conclure, je dirais que dans cette histoire juridique et dans cette histoire sociale, se conjugue toujours ce processus au long cours, comme le dit Balibar, de remise en cause de ce qui peut faire objet de l'autre classe sociale dominante. Gramsci, dans sa prison, disait « Vous ne savez pas ce qu'est l'État, l'État c'est la classe sociale dominante ». Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous saute aux yeux. Si nous regardons attentivement, la seule classe sociale qui perdure et qui peut toujours jouer la rhétorique de classe et la rhétorique raciale et la rhétorique nationale, c'est bien la classe sociale dominante. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que si nous mesurons l'impact du vote Front National populaire, tel qu'il est inscrit, sa part est importante, mais représente une part marginale dans la globalité du vote. Autrement dit, soyons bien clairs, nous n'avons jamais pu démontrer, avant moi d'ailleurs, Mona Meyer du CEVIPOF à Paris le démontrait dès les années 80, il n'y a pas de translation de vote et il n'y a pas une identité de vote qui est passée en gros du Parti communiste au Front National. La chose est beaucoup plus complexe et puis surtout quantitativement elle n'est pas démontrable. Ce que nous constatons par contre, c'est bien entendu que dans le langage commun politique, de droite comme de gauche, dans la France contemporaine, les mots de l'extrême droite n'ont pas été du tout barrés par la droite, puisqu'aujourd'hui, ces mots, nous les retrouvons aussi bien dans la bouche d'un Premier ministre socialiste qui parle de vagues et d'invasion migratoire, que dans la bouche, notamment depuis Nicolas Sarkozy, de toute la droite française. Voilà, je pense qu'on peut l'intégrer dès la colonisation, ne serait-ce qu'en Algérie, par exemple, où tu as deux collèges. Il y a un premier collège où il y a les Européens, il y a un second collège, et ça c'est bien la politique, et c'est bien le racisme qui fait que le second collège, où il y a évidemment ce qu'on appelait les Français musulmans, ce second collège existe bien dès les années, le premier quart du XXe siècle. Voilà. Et il y a un certain nombre de lois, donc, mais je pense, enfin, je termine, je pense que ta présentation, ça c'est très personnel, mais limité à, même si c'est une thèse sociologique, à Balibar et par exemple les derniers mots de la fin, quand tu dis dans la bouche d'un ministre socialiste ou de la droite sarkozienne, mais même dans la bouche de certains militants communistes, qui par exemple, mais tu ne dis pas, parce que je veux dire qu'effectivement,
l'abandon de la lutte de classe, ça, à mon avis, on est peut-être toutes et tous d'accord ici, c'est ce qui fait qu'à la limite, si ce n'est pas dans le but de procéder à ça, en tout cas ça procède à faire le lit d'extrême droite, c'est-à-dire que le passage d'une population, des producteurs à ces idées-là, c'est parce qu'il y a un manque quelque part. L'internationalisme prolétarien d'une époque, par exemple, était un véritable rempart. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Il y a comment dirais-je, des organisations internationales qui ont disparu, et en dehors des organisations internationales, il y a même des discours. Je dis fabricant français à une époque où le fait de foutre en l'air un foyer d'immigrés, je veux dire, ça venait de n'importe qui. Je ne veux pas stigmatiser, mais ça venait de n'importe qui. Ça, c'est un problème. Et après, bon, je pense qu'il y a un certain Rudolf Rocker qui a écrit Nationalisme et culture. Je pense que tu dois connaître. Je pense que c'est important aussi. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier originel, hein, de la fin du 19e siècle, a posé le problème de la lutte contre le capitalisme, de la lutte contre l'État, qui effectivement, tu l'as dit qu'à la fin, mais pour moi c'est l'État qui est constitutif de ce qu'est la domination, et qui effectivement c'est le bras armé du capital. Bon, donc la lutte contre le capital et la lutte contre l'État, à une époque c'était quelque chose qui était l'internationalisme, et ça a disparu. Malgré tout, il y a encore des individus, et j'espère de plus en plus nombreux, qui réhabilitent cette lutte-là. Voilà. Donc la question était de dire qu'il n'y a pas tardivement comment dirais-je, un rapprochement à ce point-là entre le racisme et la politique. À mon avis, je pense que ça a existé depuis l'État prend en compte des données racistes, tout en sachant dès le départ qu'il y a une impossibilité. Alors, de quelle nature est-elle? Elle est quand même assez étrange. C'est-à-dire, pourquoi l'État français n'a pas immédiatement, dans l'emprise coloniale qui fait d'Algérie puis de l'Indochine, pourquoi ne notifie-t-il pas ceci? La notion de l'indigène, d'ailleurs, en droit, pose beaucoup de questions. Ce qui fait difficulté, en fait, c'est le reflet des États-Unis et la question de la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc, là-dessus, d'accord. Après, sur les travaux qu'on a fait encore récemment sur le vote, la participation, on va dire, de gauche et de l'extrême gauche populaire à des idées racistes. Bien entendu qu'on ne peut pas oublier qu'en 75-76, des foyers Sonacotra sont attaqués par des ouvriers. On ne peut pas l'oublier. Mais par contre, ce qui se retranscrit en termes politiques par la suite est beaucoup plus tardif. C'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui les statistiques qui sont faites, y compris au sein du CEVIPOF, le vote Front National ouvrier, en fait, il se déclenche seulement après 2002. C'est-à-dire on voit apparaître des strates de vote qui sont relativement constants, mais faibles jusqu'à 2002. 2002, c'est un déclencheur. Et 2002, avec un moment aussi symbolique, puisque non seulement Le Pen est au second tour, mais c'est les socialistes qui restent sur le carreau. Et on retrouve le second tour Chirac-Le Pen. À partir de là, à partir du moment où Jean-Marie Le Pen est candidat, on va dire dans le dernier rang de la présidentielle, c'est là où il y a une augmentation du vote. Je distingue bien entendu la parole raciste, le discours raciste, qui existerait à un moment donné dans la classe ouvrière, du vote raciste, et clairement raciste. Là, là-dessus, les débats ne sont pas clos, et la majorité des politistes là-dessus ont à peu près tous le même avis. C'est-à-dire qu'il y a une énigme dans le vote frontiste, et dans le vote ouvrier frontiste à partir de là. Si vous regardez d'ailleurs, tous les auteurs ont énormément travaillé cette question, et chaque fois, énormément de ressources et de documents sont utilisés, et chaque fois, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, à partir de cette année 2002, il y a un cadre de vote populaire massif dans la classe ouvrière, sauf que, bien entendu, cette classe ouvrière, c'est le moment où elle se rétracte en termes social et économiques. Autrement dit, c'est 13% du monde ouvrier, sur ces 13%, 42% votent pour le Front National. On l'a vu encore à la dernière élection. Donc, quand on en discute même avec Stéphane Beau, qui est quand même le spécialiste de cette question sur le vote ouvrier, ou avec Gérard Noiriel, l'historien de la classe ouvrière, Noiriel, lui, n'en est pas sûr du tout. Il est même contre l'idée défendue par les politistes. Bref, le débat, il est toujours infini. Hein. On ne l'a pas fini, ce débat.
une question sur le discours et sur la banalisation dont vous avez parlé, banalisation qui a été faite par les politiques, hein, qu'elles soient de droite ou de gauche. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment aujourd'hui des pertes de repères et que l'extrême droite finalement, avec tout ce qu'elle représente derrière en drame et elle ne fait plus peur parce qu'on sait presque plus que c'est. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand vous entendez Zemmour à la télévision, quand vous entendez Dieudonné, qui sont capables de faire rigoler tout le monde sur des sujets qui ne devraient pas nous faire rire, parce que quand on est dans des endroits comme celui-ci, on a quand même un peu de conscience de ce qui s'est passé dans l'histoire, il y a quand même quelque chose qui s'est passé et qui fait qu'on se pose par exemple la question de savoir si le spectacle de Dieudonné, il faut l'interdire. Qu'est-ce qu'on fait? La liberté d'expression, premier problème. Et puis si on lui interdit de se présenter, on en fait un martyr. Deuxième problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le laisse s'exprimer. Zemmour s'exprime aussi comme il veut. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Et bon, ça revient un petit peu aux discussions, mais peut-être que vous n'étiez pas là ce matin, je n'en sais rien, mais de redonner une véritable conscience aux gens de ce que c'est que le discours de l'extrême droite. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Alors, on sort des mots, on sort des paroles, et puis, c'est tellement facile d'aller... Vous savez, je vais vous donner juste un petit exemple. En 2002, entre les deux tours, je faisais une formation pour des gens du voyage à Annecy. Il y avait une manifestation. Il n'y en a pas beaucoup à Annecy. J'ai dit, on y va. Ils m'ont dit, ah non, on n'y va pas. Je dis, pourquoi? Ils m'ont dit, mais on va voter Le Pen. Je dis, vous vous rendez compte que si vous votez pour lui, c'est vous qui allez être les premiers visés. Ah mais non, personne ne nous écoute, lui nous écoutera. J'avoue que ça m'avait un peu refroidi et qu'effectivement nous n'y sommes pas allés. Donc il y a aussi cette, voilà, ce mélange de ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Ça me gêne beaucoup et je ne sais pas comment et c'est pas seulement sur la classe ouvrière, hein, c'est seulement dans l'ensemble de la population. Je crois qu'il y a un vrai travail. C'est presque une fonction humaine quelque part. On n'arrive jamais déjà à retranscrire un événement dans une durée brève. Pour qu'il devienne historique, il faut un décalage au moins générationnel. Mais la cécité et l'oubli fait partie des sociétés. Le renouvellement générationnel, par exemple, est un fait. L'éducation nationale vient de dire que globalement 35-40%, 3 à 4 enfants qui rentraient au collège ne savaient pas ce qu'était l'extermination des Juifs en Europe. En cela, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est un enjeu, là, c'est plutôt le prof, le chercheur qui va vous parler, c'est l'éducation. C'est une éducation à faire constamment, continuellement et de manière permanente. Donc, déjà, ce fait-là, il est presque automatique que les gens ne connaissent pas l'ampleur de ce que peut occasionner politiquement l'extrême droite. Ça n'est pas étonnant en soi. Qu'ils aient perdu du point de vue ceci, ça n'est pas difficile. Par contre, que l'extrême droite soit aussi dans le discours une espèce de curseur, un marqueur, hein, le point de Godwin du nazisme qu'on retrouve dans tout le discours. Vous pouvez quasiment plus parler sans qu'on vous traite de nazi, à quelque occasion que ce soit. Donc là aussi, on voit qu'il y a une grande fragilité dans le discours. Comment parle-t-on avec des gens qui oublient ce qui s'est passé et pour affirmer des choses qui vont être, je le vois, tranchées. Donc il y a deux problèmes. Il y a le problème de la mémoire, du souvenir, de la connaissance. Et il y a le problème après du débat public. Et le problème des lois mémorielles, qui ont pour but de réactiver la mémoire et la conscience globale, il pose un autre problème, c'est qu'il interdit la parole. Exactement. Donc, globalement, je pense que c'est plus par l'éducation qu'on arrive à se sortir de ceci que par les palais de justice.